Voilà, bonjour à toutes et tous, hein, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire annuel autour de la question des recours. Je ne pourrais pas rester avec vous malheureusement, mais ça me semblait important de pouvoir faire l'introduction en précisant quelques éléments. La première chose, c'est quand même de remercier l'ensemble des membres du conseil de recours qui mobilise un long temps de travail pour pouvoir traiter ces dossiers. Vous allez le voir, il y en a énormément. C'est l'occasion de remercier ceux qui ont quitté et puis de saluer aussi. Il y a des collègues qui ont rejoint, donc à peine après avoir quitté leur établissement, ils sont enrôlés dans le conseil de recours, hein. J'ai croisé mon ancien collègue et néanmoins Henri sur les écrans. Voilà, donc merci à eux. Deuxième élément, vous le savez, le Conseil de recours est une institution indépendante, hein, c'est assez logique pour un recours. Et pour encore renforcer le caractère indépendant de ce Conseil de recours, on a modifié dans les représentations entre effectifs et suppléants les quelques personnes qui viennent en appoint des services de la direction de l'enseignement secondaire sont aujourd'hui suppléants, il n'y a plus aucun effectif. Deuxième élément important qui me semblait à souligner, c'est que le webinaire est divisé en deux grands temps, hein. Un premier temps qui présente le travail du conseil recours et qui va prendre le temps de s'arrêter sur je dirais un premier temps de dialogue qui s'est instauré entre des représentants des directions et le conseil de recours sur une série de questions. Je pense que c'est le premier temps. Et Elle n'est pas venue à midi et demi parce qu'en fait, elle n'avait pas eu l'info, elle ne savait pas venir. mais il faut couper le micro. Euh, et donc, euh, ça aboutit à une note qui a été diffusée dans le BI, qui est une première étape dans une série d'éclaircissements. Je sais, pour avoir discuté avec l'un ou l'autre, qu'il reste des temps ou des moments d'incompréhension. On poursuivra ce dialogue. Et puis un deuxième temps avec de l'information autour aussi des résultats de cette année. N'hésitez jamais à poser évidemment les différentes questions via le chat ou via vos avis. Voilà, Philippe, je pense que c'est pas nécessaire que je fasse plus long par rapport à ça et je te cède Ok, volontiers la parole et bonne suite de semaine à toutes et tous. merci. Voilà, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, on va faire notre webinaire annuel qui est devenu maintenant une tradition. En fait, on a considéré que ce webinaire était utile à refaire chaque année pour différentes raisons. La première, c'est qu'il y a toute une série de nouvelles directions, étant donné le turnover assez important. Deuxième élément, il y a toujours des nouveautés et vous verrez que cette année-ci, il y en a quelques-unes. Hein, la législation scolaire, elle change. Et puis, troisièmement, on est dans un travail aussi de communication et d'éclaircissement sur la manière dont on fonctionne. Et je crois que c'est un travail qui doit être fait pour que vous compreniez la manière dont on fonctionne et comment les décisions sont prises. Alors, je fais toujours la même introduction. Donc, le recours est un droit constant, inaliénable. Voilà, il existe dans toute la législation. Hein. Il est clair que quand vous vous heurtez, par exemple, à votre commune qui vous refuse, par exemple, un permis d'urbanisme, vous êtes bien content qu'il y ait un recours. Ben voilà, le recours, c'est la même chose pour tout. Dès qu'il y a une décision prise par une administration ou une autre institution habilitée, il est normal qu'il y ait un recours. Mais ça ne doit absolument pas être perçu comme une suspicion systématique, puisque ce recours existe partout. Et c'est certainement pas uniquement dans l'enseignement. Comme l'a dit Patrick, et pas Eric, le conseil de recours est un organe indépendant, c'est-à-dire qu'en fait, les membres sont nommés par la ministre sur proposition du CGEC, certes, mais c'est tout. À part cela, c'est un organe totalement indépendant, comme Patrick l'a dit, c'est normal pour un recours. Ça signifie donc que si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, vous pouvez évidemment les envoyer à quelqu'un de la direction de l'enseignement secondaire, mais qui nous les transmettra de toute façon. Nous sommes aussi des partenaires, c'est-à-dire que nous nous voyons évidemment comme des partenaires plutôt que principalement des juges, même si effectivement, quelquefois, le ressenti sur le terrain est que nous avons jugé le travail.
Mais notre objectif, de toute façon, est le même que le vôtre, c'est-à-dire la réussite du jeune. Donc, la plupart sont des membres du conseil de recours, sont des directeurs, directrices fraîchement à la retraite, et nous essayons au maximum que ce soit des directrices et des directeurs qui viennent de plusieurs origines, pour pouvoir représenter à la fois un maximum de diocèses, mais aussi un maximum de réalités scolaires sur le terrain. Bon, évidemment, nous, on peut prendre du recul, ce que vous ne pouvez pas faire, hein, puisque vous êtes dans l'énervement de la fin de l'année, dans la fatigue aussi de la fin de l'année, et nous avons un énorme avantage par rapport à vous, c'est que même si nous sommes un petit peu aussi quand même pressés, étant donné qu'on a de plus en plus de recours, j'y reviendrai, enfin nous y reviendrons, nous avons quand même l'avantage de pouvoir prendre un certain recul, nous ne sommes plus dans la fin de l'année et tout le stress que cette fin d'année suggère. Nous portons en toute humilité un regard, mais effectivement, quelquefois, c'est un regard avec d'autres lunettes. Et c'est vrai que par rapport à vous, nous ne connaissons pas les élèves. Nous nous jugeons sur document, même si régulièrement, nous téléphonons en direction, d'où l'importance, on y reviendra, de nous communiquer votre numéro de GSM, et nous les rencontrons au besoin ou à leur demande, mais ça, c'est assez rare. La plupart du temps, on arrive à s'en sortir en téléphonant. Vous avez la composition du conseil de recours pour cette session-ci. Vous constatez donc qu'il y a 15 membres. 15 membres, oui, mais ce n'est pas le bon PowerPoint. OK. Je t'ai envoyé le mauvais. Bon, remonte un peu. Donc, il y a 15 membres, plus un membre de l'inspection au titre d'observateur. Les 4 nouveaux membres ont été désignés. Hein. Il s'agit de Henri de Neubourg, Thierry Van der Rijst, Rita Noël Bott et Anne-Françoise Désirant. Ce qui fait que nous sommes maintenant 15 comme l'exige l'arrêté royal. Voilà. OK. Les compétences, ça je vous le rappelle, ce sont toutes les décisions d'AOB et d'AOC. Donc nous ne sommes pas compétents pour les ajournements et nous ne sommes pas compétents pour les sécu. Mais ça, je suppose que vous le saviez déjà. Alors, dans l'absolu, comment prenons-nous nos décisions? Nous nous basons sur 3 grandes catégories de documents. Première catégorie, les bases légales, c'est-à-dire le code de l'enseignement. Mais il faut savoir que le code de l'enseignement, il ne dit pas énormément. Il dit certaines choses sur l'évaluation, mais on ne peut pas dire qu'il dit beaucoup. Il définit le conseil de classe et ses prérogatives. Ça, c'est la fameuse phrase que tout le monde connaît. Hein. Le conseil de classe se base sur toute une série d'éléments, notamment les épreuves, mais aussi les contacts avec les parents, les contacts avec le PMS, éventuellement le résultat des stages, etc. La définition du CESS, on y reviendra. Donc, le CESS qui est quand même qui est quand même une certification un peu particulière par rapport au CEAD et au CEB. Le rôle des évaluations externes certificatives, il est bien indiqué que ces évaluations externes certificatives ont un certain rôle cadrant ou obligatoire. Le rôle de l'évaluation formative, ça c'est marqué dans le décret, hein, j'y reviendrai. Évaluation formative, donc je le rappelle, qui ne peut en aucun cas jouer en défaveur de l'élève. Alors, même si de plus en plus on parle d'UA, je rappelle que pour le moment, le code de l'enseignement dit que les évaluations se font toujours par les compétences. Je reviendrai sur ce point qui est assez important. Et enfin, on nous a rajouté depuis quelques années de vérifier le respect des aménagements raisonnables. Ce n'était pas notre rôle au départ, mais le Conseil d'État nous l'a donné. Donc, ça signifie, on y reviendra, que chaque fois que les parents utilisent dans leur motivation le fait que, d'après eux, les aménagements raisonnables n'ont pas été respectés, nous sommes obligés, dans les attendus, de noter, donc de spécifier que nous avons vérifié que les aménagements raisonnables ont été respectés. Et donc, pour ça, il faut qu'on vérifie auprès de l'école. Donc, on y reviendra après. Ça, c'est pour les documents légaux. Ensuite, il y a les documents réseau. Et puisque nous sommes dans le réseau catholique, ben, nous respectons évidemment d'abord les programmes du réseau. Alors, dans les programmes,
j'attire votre attention sur le fait que de plus en plus, il y a des consignes d'évaluation. Ça n'existait pas il y a quelques années, ça existe beaucoup plus maintenant. Il y a par exemple le cas particulier de la langue moderne. J'attire votre attention là-dessus parce que nous avons constaté que, alors que le programme dit bien qu'en langue moderne, ce qui compte, c'est la dernière évaluation de chaque compétence, et que donc il ne convient pas de faire une moyenne, sauf si on veut essayer de pousser l'élève vers le haut. On ne peut pas faire une moyenne des différentes épreuves en langue moderne au cours de l'année, le but étant simplement que l'élève puisse prouver en fin d'année qu'il est capable ou pas de se débrouiller dans la langue. Attention, nous avons quand même ce cas particulier de la langue moderne où nous constatons que beaucoup d'écoles n'ont pas l'air d'être au courant et continuent à faire des calculs en langue moderne de moyenne sur la totalité des épreuves de l'année. La globalisation des sciences, ça c'est aussi obligatoire, en tout cas dans l'enseignement de transition. Or, de plus en plus, eh bien, cette globalisation n'est pas respectée. Là, c'est vraiment ce qui se passe, c'est que d'année en année, on constate que de moins en moins d'écoles globalisent les sciences, 3 heures ou 6 heures, en transition. Alors, nous sommes obligés de faire le calcul nous-mêmes, et nous le faisons évidemment en faisant, bien sûr, un tiers, un tiers, un tiers. Bon, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est exactement passé au niveau des élèves dans l'école, mais un, ça nous fait perdre du temps. 2, c'est quand même obligatoire de faire cette globalisation. Et puis 3, si durant cette année-là, eh bien, pour une raison ou une autre, une des 3 branches de sciences a plus d'importance que les 2 autres, ben, nous ne sommes pas au courant. Et donc, ça signifie que ça ne transparaîtra pas dans notre calcul. La distinction certification-dépassement, ça c'est le respect du programme. Bref, le respect du programme en général. C'est dans ce cadre que de temps en temps, soit parce qu'un parent nous le demande, soit parce que nous estimons cela nécessaire, nous demandons une épreuve d'examen, on nous la communique et nous faisons vérifier par quelqu'un, d'abord que cette épreuve respecte le programme et éventuellement vérifier la cotation de l'épreuve. Je reviendrai à ce point après, mais donc il est important de savoir que si vous voulez vous faciliter le travail, il serait peut-être bon de systématiquement demander lors des recours internes, quand une branche où l'élève est en échec est contesté, le résultat est contesté par les parents. Je crois qu'il serait prudent que vous demandiez peut-être déjà au professeur d'avoir une copie du questionnaire et de la feuille de réponse de l'élève. Parce que si vous devez commencer à chercher cela vers le 15, 16, 17, 18 août, mais quelquefois c'est un peu compliqué de retrouver le professeur et de retrouver la copie. Mais voilà, c'est un conseil qu'on vous donne. Et puis, nous nous basons aussi sur un certain nombre de documents qui ont été écrits par, en son temps, la FESSEC et maintenant la Direction d'enseignement secondaire. Je rappelle la définition du CESS, mais qui en fait se trouve dans la note pour une délibération réussie. Alors, la note pour une délibération réussie est certainement la plus connue, mais il y en a d'autres. Il y a une note sur le TFE, qui a été d'ailleurs actualisée il n'y a pas longtemps, si je me souviens bien. Régis, tu me diras. Oui, oui, tout à fait, c'est juste. Et donc, attention, parce que le TFE peut intervenir dans la certification, mais à certaines conditions. Donc, attention à cela. Hein. On ne peut pas faire une note TFE. Enfin, si, on peut en faire une. Et on peut la mettre dans le bulletin. Mais cette note ne peut pas compter en tant que telle. Si on veut faire intervenir le TFE dans la certification, il faut préciser au préalable dans quelle discipline et pour quelle partie de cette discipline le TFE va intervenir. Par exemple, français, 20% du total des points de l'année. Ou bien sciences, 30%, j'imagine. Ça va? Donc, vous pouvez mettre une cote TFE dans le bulletin, aucun souci. Vous pouvez faire intervenir le TFE dans la certification d'élèves, aucun souci. Mais uniquement si vous avez précisé au préalable dans le règlement général des études que, et alors dans un papier, parce que chaque TFE est différent, hein, et donc les disciplines sollicitées par chaque TFE sont normalement différentes,
qu'il soit bien spécifié pour quelle discipline et pour quelle part de cette discipline le TFE va intervenir dans le calcul final pour l'élève en question. Pourquoi? Parce qu'en fait, le TFE, légalement, n'a pas d'existence. Et donc, il n'est pas dans la grille horaire de l'élève. Donc, il faut le rattacher à des éléments qui sont dans la grille horaire. Les examens de passage pour les rhétoriciens, ça c'est un point sur lequel j'attire aussi votre attention. Il y a une note qui a été écrite il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, sur examen de passage ou pas examen de passage, les deux systèmes, où la direction générale s'est positionnée. Et nous constatons qu'il y a des écoles qui ont supprimé les examens de passage pour tout le monde, y compris les rhétoriciens, d'autres uniquement pour les rhétoriciens. Il nous semble qu'il y a là un souci, d'abord un souci d'équité, et puis peut-être un souci de logique aussi. Nous estimons, comme le dit la note de la FESEC, de la direction générale, que supprimer les examens de passage, il n'y a absolument aucun problème, mais il y a peut-être plusieurs conditions à respecter, mais qui se trouvent dans la note, mais supprimer les examens de passage pour les rhétoriciens, ça nous paraît quand même quelque chose d'un petit peu compliqué, et on constate du coup que quelquefois, on a par exemple quelqu'un qui n'a pas son CESS pour 5 ou 6 heures d'échec. La note bulletin, qui peut vous aider à éventuellement améliorer votre bulletin. La note évaluation, et plus particulièrement les 7 principes généraux, et j'oublie certainement encore plusieurs notes. De toute façon, Régis reviendra après sur les endroits où on peut trouver ces notes. Lors de l'examen du recours, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde beaucoup de choses, évidemment. On regarde, d'abord, on veille à la cohérence entre résultats et commentaires notés au bulletin. Et les décisions du conseil de classe. Attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que on va tiquer parce que tous les commentaires concernant l'élève ont été bons, mais qu'à la fin, il est quand même en échec. On peut quand même comprendre que, par exemple, l'élève, voilà, ça s'est quand même pas bien passé. Et le fait qu'on félicite l'élève dans telle discipline au mois de décembre ou au mois de février n'est certainement pas une garantie que l'élève va réussir. Par contre, ce qui est plus ennuyeux, c'est par exemple l'absence totale de commentaires durant l'année pour une discipline en échec. Ça peut être quand même un petit peu ennuyeux. On veille au principe du respect du principe d'évolution de l'élève, en particulier sur le degré. Donc ça, c'est quelque chose dont on tient compte, surtout dans certains cas, par exemple quand l'élève a déjà un retard d'1 an. On n'est pas tenu de respecter le RGE de l'école si celui-ci ne respecte pas le cadre légal. C'est arrivé qu'on voit par exemple qu'une école décidait que les échecs c'était en dessous de 60%. Ben non, c'est 50%. Même à l'université maintenant c'est comme ça, donc voilà. Ou bien manque de cohérence ou de règles claires, ça peut arriver, mais c'est assez rare. On veille évidemment à la distinction entre résultats scolaires et aspects disciplinaires. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais nous le faisons aussi. Voilà. Et en fin de 5e, nous vérifions éventuellement, on y reviendra, la possibilité de changement pour le cours de mathématiques, qui est un cours qui pose problème statistiquement, ça c'est clair. Et aussi le passage de 5 TQ en 6P dans le respect des correspondances, mais ça c'est plus particulier. Alors, petit rappel mathématique. En fait, que se passe-t-il? On se rend compte assez souvent, et c'est quelquefois, et même souvent, de la faute de l'élève, qu'un élève se fourvoie en mathématiques 6 ou en mathématiques 4, même, mais surtout mathématiques 6. C'est-à-dire que même si le conseil de classe lui a conseillé de ne pas faire ça, il le fait quand même, et évidemment, c'est la catastrophe. Bon. Alors, de plus en plus, en fait, il y a une solution qui existe. Elle existe depuis longtemps, mais on constate que cette solution est de plus en plus utilisée. Ce qui prouve bien d'ailleurs qu'on est en face d'un problème. D'abord, premier point, un élève peut-il abandonner maths 4 au profit de maths 2? Le cours de maths 2, contrairement à maths 4 et maths 6, n'est pas une OBS. Et donc, ça signifie que c'est obligatoire. L'élève devra changer ses maths 4 contre une autre OBS au sein de l'établissement et y ajouter ensuite les maths 2. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez rare parce que c'est un changement d'orientation. Et donc, ça veut dire qu'un élève va devoir commencer une nouvelle OBS en 6e. C'est possible, mais c'est assez difficile. Par contre,
Vous avez un autre cas possible qui, lui, est de plus en plus souvent utilisé. Le passage de maths 6 vers maths 4 ou de maths 4 vers maths 6, mais ça c'est plus rare, ne constitue pas un changement d'orientation d'études et ne nécessite pas de dérogation. Et qu'est-ce qu'on constate? De plus en plus souvent, nous avons dans les dossiers un élève ou ses parents qui nous dit voilà, maths 6 ça ne va pas du tout, mais l'année prochaine c'est décidé, je prends maths 4. Nous ne pouvons pas faire une AOB là-dessus. C'est impossible. C'est une dérogation. C'est pas que, enfin, oui, c'est une dérogation automatique, mais je veux dire, nous, on doit se prononcer uniquement sur il passe ou il passe pas. Et donc, on part du principe que l'élève dit vrai, bon, on verra bien, hein, et que donc, l'année suivante, il va demander via sa direction, enfin non, il n'y a même plus à demander une dérogation, il va passer, mais c'est lui qui devra en faire la demande, de maths 6 à maths 4. Voilà. La seule condition, c'est qu'il doit avoir en tout 28 périodes dans sa grille horaire, mais ça arrive assez souvent. Donc, pour dire les choses autrement, quelquefois vous verrez dans les attendus, étant donné qu'il est possible de passer de maths 6 à maths 4 l'année suivante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on estime que l'élève a une chance raisonnable en passant de maths 6 à maths 4, on estime qu'il va le faire, et donc on lui donne sa chance. Ceci dit, évidemment, comme dans beaucoup de cas, peut-être ne saisira-t-il pas cette chance, ou bien peut-être que ça ne suffira pas pour que l'année suivante ça aille mieux. Mais alors là, on est dans un autre débat qui est le pari sur le jeune. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair pour ça. Point d'attention concernant l'évolution de l'élève. Et là, vous le savez aussi bien que moi, hein. Si toute l'année est bonne et que les résultats en juin sont mauvais, il peut y avoir une explication, ou le contraire. On fait attention quand l'élève est dans la première année du degré, mais aussi quand il double et surtout quand il a du retard. On fait attention quand même quand il a du retard dans son cursus. On est quand même beaucoup plus enclin à donner une AOB quand l'élève a du retard dans son cursus. Ou bien alors aussi quand l'élève a un projet bien défini. Alors, ceci dit, on est devant toute la problématique concernant le projet. Est-ce que ce projet est vraiment bien défini? Quelquefois, il est clair que des projets peuvent apparaître comme par miracle dans un recours externe, alors qu'ils ne sont même pas apparus dans le recours interne. Mais ça, vous pouvez, par exemple, bien nous le mettre en évidence dans votre fiche école quand vous faites votre remarque éventuellement. C'est clair, c'est un petit peu comme pour le passage de maths 6 à maths 4. Voilà. Il y a quelquefois un pari qui doit ou qui peut être fait, et peut-être que ce pari ne sera pas couronné de succès parce que l'élève, eh bien, soit n'avait pas de projet, soit son projet n'était vraiment pas bien défini, mais il a inventé tout ça pour essayer que ça passe quand même. Quelquefois ça passe, quelquefois pas. Il faut quand même bien le dire. Alors, comment faisons-nous pour modifier? Bon, d'abord, on doit avoir des éléments concrets. Pourquoi? Parce que dans les attendus, on doit motiver si on modifie. On doit. Alors évidemment, c'est clair que nous, on prend de la distance par rapport à chaque branche et individuellement, et on regarde l'ensemble des résultats, surtout dans les années terminales, mais bon, ça c'est comme vous. On évite d'envoyer un élève du GT en P, sauf s'il a un projet bien spécifique. Et pour la délivrance du CSS, c'est vrai que là, il y a deux questions. Une question rétrospective et une question prospective. La question rétrospective, c'est l'élève maîtrise-t-il les compétences terminales sur un parcours de 12 ans? Et la question prospective, c'est l'élève est-il capable de poursuivre dans au moins une des formes de l'enseignement supérieur? Et ça, c'est clair que de temps en temps, eh bien, nous estimons que l'élève est capable de poursuivre dans au moins une des formes de l'enseignement supérieur, contrairement à ce que le conseil de classe a décidé, parce que nous estimons qu'à côté de certaines faiblesses, il y a aussi certains points d'appui qui peuvent être profitables à l'élève et qu'on est quand même dans un certificat qui a une certaine importance puisqu'il ouvre les portes à une des formes de l'enseignement supérieur, ce qui ne veut pas dire
évidemment, l'élève va y réussir, mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même énormément de formes de l'enseignement supérieur, et quelquefois beaucoup plus que ce que les conseils de classe, ou en tout cas certains membres du conseil de classe imaginent. Comment est traité un dossier? D'abord, on essaye, enfin non, on n'essaye pas, on regarde si le recours est recevable. Il y a 5 cas où il n'est pas recevable. Il n'y a pas eu de recours interne, ou bien le recours interne a été envoyé hors délai, enfin reçu hors délai, ou bien le recours externe a été reçu hors délai, ou bien le recours externe n'a pas été envoyé par recommandé, ou bien il n'a pas été introduit par la personne compétente. Envoyé par recommandé, ça c'est quand il arrive par la poste, parce que vous savez que depuis quelques années, on peut aussi le faire sur CANA. Recours fondé, là, 3 cas, l'élève est ajourné, il demande des examens de passage ou il conteste la non-attribution du CQ. Nous ne sommes pas compétents. Ça va? Voilà. Ça, c'est la première chose que l'on regarde. S'il est non recevable ou non fondé, on arrête là l'analyse. Ça va? Ceci dit, on vous demande quand même de faire une fiche école, même si vous êtes sûr qu'il va être non recevable ou non fondé. Parce que, ben voilà, on a quand même un travail administratif à faire. Ensuite, chaque recours est préparé par un membre du conseil de recours, avec une feuille de synthèse qui est distribuée à tous les membres qui siègent ce jour-là. Il faut savoir que tout le monde ne siège pas tous les jours. 6 membres siègent. Ça va? Pourquoi? Parce que quelquefois on vote. Et comme c'est marqué dans le point numéro 4, s'il n'y a pas de consensus, il faut au moins 2/3 des voix des présents pour modifier. C'est pour ça qu'on essaie d'être 6, c'est quand même plus pratique au moment où on vote. On ne vote pas souvent, mais quand même. On vote certainement bien au moins 1 ou 2 fois par jour de session. Et donc, la personne qui a préparé le dossier la présente au groupe, on échange, on décide, on motive. Immédiatement, on encode la décision avec les attendus. C'est le papier que vous recevez à l'entête de la fédération. On fait une relecture pour vérification et ensuite, normalement, vous recevez, alors la GCF dit que c'est le jour même, c'est rarement le jour même, mais bon, ça a quand même beaucoup évolué en bien depuis quelques années. Vous recevez assez vite depuis l'informatisation, vous recevez quand même assez vite la décision, ainsi que les parents ou l'élève. Il faut savoir que, donc, quand nous, on traite un dossier, il y en a qui vont très vite, 5 minutes, 10, 7 minutes. Pourquoi? Parce qu'il a 22 heures d'échec. Mais on n'hésite pas à passer une demi-heure sur un dossier. Donc, on va jusqu'au fond et on essaye vraiment de trouver une solution. On cherche le consensus. Et si vraiment on ne le trouve pas, alors on vote. Quelques constats. Donc là, c'est vraiment des points d'attention qui ne vous concernent pas nécessairement, mais qui pourraient éventuellement vous concerner. S'il vous plaît, nous cherchons régulièrement dans les bulletins les compétences. Il y a encore des tas de bulletins où nous ne trouvons pas les compétences. Et c'est très ennuyeux, notamment, mais pas seulement en langue moderne. Ou alors il faut les chercher dans un petit coin, on les trouve quelquefois dans une remarque d'un professeur. Je rappelle que pour le moment, l'évaluation se fait toujours par compétences. Donc nous aimerions bien que les compétences figurent dans les bulletins. S'il y a des résultats de CIPS, c'est-à-dire s'il y a des CIPS, il faut marquer les résultats des CIPS. C'est un élément important pour nous. Idem pour les évaluations externes. Que ce soit d'ailleurs le CE1D ou le CESS, ces résultats nous intéressent très fort. Pour le CE1D, c'est évident. Pour le CESS, pour nous, c'est évident aussi parce que c'est un élément, un indicateur quand même très intéressant des capacités d'un élève de rhétorique. Et donc, on aimerait bien avoir les résultats des évaluations externes de manière claire dans le bulletin. Ou bien, vous nous photocopiez simplement la feuille de résultats que vous recevez pour chaque compétence, où il n'y a pas de problème. Attention à la rédaction des AOB. Il y a de temps en temps des erreurs. On essaye alors de vous alerter dans ces cas-là. Alors, j'ai parlé déjà un petit peu des commentaires durant l'année. Ce qui est très important, alors on sait que, c'est toujours la même chose, on sait que vous faites bien votre travail et que dans l'immense majorité des cas, tout ça se passe très bien. Mais vous savez très bien dans quelle société on est de plus en plus, qui judiciarise, qui demande des documents, voilà. Eh bien,
le travail d'orientation que vous faites avec l'élève, on voudrait bien en avoir quelques traces. Mais Régis y reviendra. Idem pour les aménagements raisonnables. À partir du moment où vous constatez que dans le recours interne, les parents vous reprochent quelque chose concernant les aménagements raisonnables, s'il vous plaît, quand vous faites les documents du recours externe, ça ne fera gagner du temps à tout le monde, indiquez-nous déjà que les aménagements raisonnables ont été respectés, ce qui est le cas la plupart du temps. Ou que s'ils ne l'ont pas été, c'est parce que, par exemple, les parents les ont demandés en mai, ce qui arrive aussi régulièrement. Parce que sinon, on va devoir vous téléphoner pour vous le demander. Je rappelle, nous devons, le Conseil d'État nous impose de vérifier le respect des aménagements raisonnables éventuellement. Attention aussi aux critères qui bloquent le processus de la délibération. Ça arrive, mais rarement, qu'on tombe sur un RGE où en fait il y a une simple addition de points qui fait que l'élève automatiquement est en échec. Et ça, évidemment, ça ne va pas. C'est d'ailleurs en contradiction avec la définition du conseil de classe telle qu'elle se trouve dans le code de l'enseignement, puisque c'est le conseil de classe qui a toute latitude pour délivrer ou pas la réussite de l'année, sans être bloqué par des points. La seconde session, attention, je sais qu'il y a un de moins en moins, c'est très bien, mais nous remettons l'élève dans la situation globale. Et donc, nous remettons les résultats de la seconde session dans la globalité des résultats de l'élève. Et ensuite, il y a, mais ça j'en ai déjà parlé, les changements possibles Math 6, Math 4, ou bien les changements possibles de 5TQ en 6P, voilà, dans le respect des correspondances. Il faut y être attentif parce que c'est une porte de sortie qui est tout à fait valable pour une certaine catégorie d'élèves, mais ça concerne surtout l'enseignement qualifiant. Alors, merci pour le travail de constitution des dossiers. Je sais que ce n'est pas facile. Et ce n'est pas parce que c'est informatisé que c'est nécessairement plus facile, parce qu'il faut scanner des tas de papiers. Ceci dit, on a encore un certain nombre de dossiers qui sont incomplets. D'habitude, j'essaie d'alerter les directions en question après coup, via les remarques que j'envoie via les DD, j'y reviendrai. Ce qui est le plus frappant, c'est un manque de motivation des décisions des conseils de classe, que ce soit d'ailleurs pour le recours interne et le recours externe. Qu'est-ce que j'appelle un manque de motivation? Eh bien, on constate que la motivation, c'est simplement, on reprend les échecs et le pourcentage à chaque échec. Mais ça, c'est une motivation qui n'est pas très utile. On ne fait que relire ce qui a déjà été lu ailleurs. Dire que l'élève est en échec parce qu'il a 40% en mathématiques, ben ça, les parents le savent, nous aussi. Et on constate aussi, j'y reviendrai, que plus les décisions sont motivées, plus les parents et l'élève sont susceptibles de comprendre la décision, et à notre avis, et d'après ce qu'on voit, moins il y a de risques qu'il y ait recours. La globalisation des sciences, j'en ai parlé. Quelques bulletins très difficiles à comprendre pour nous, donc on s'imagine pour les parents, mais bon, c'est dans un nombre très limité d'écoles, et de nouveau, nous communiquons notre sentiment là-dessus aux écoles après coup. Il y a des écoles encore où les délais sont trop courts pour le dépôt du recours interne. Je rappelle que ce dépôt doit s'étaler sur 2 jours, d'accord, 2 jours ouvrables, et pas 2 fois 2 heures, où ça s'est vu, ou 3 fois 2 heures. Ça s'est vu aussi. Donc, ça signifie que dans ce cas-là, si le parent se plaint en disant « je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu la possibilité d'introduire un recours interne », nous ne le croyons absolument pas sur parole, ça c'est sûr, mais nous vérifions. Et dans un certain nombre de cas, nous avons examiné le recours externe parce que nous sommes arrivés à la conclusion que les parents n'avaient pas eu la possibilité matérielle d'introduire dans les délais voulus par le Code de l'enseignement leur recours interne. Et nous rappelons, parce qu'il y a encore beaucoup de RGE qui n'ont pas été corrigés, que donc il faut signaler dans les RGE et surtout dans le courrier que vous envoyez aux parents avec la notification du refus du recours interne, 10 jours ouvrables et 5 jours ouvrables. D'accord? Parce que, voilà, c'est important. Alors, s'il vous plaît, et nous vous promettons que nous ne communiquerons ce numéro de GSM à personne, s'il vous plaît,
Mettez sur la fiche école, là où c'est prévu d'ailleurs, un numéro de GSM où on peut vous contacter parce que nous, on commence à travailler cette année le lundi 11 août. Alors, on ne veut certainement pas vous déranger ce jour-là, mais à partir de la semaine suivante, on aimerait bien pouvoir vous téléphoner. Et quand on téléphone dans une école, et c'est normal, ça sonne dans le vide pendant des jours et des jours. Et on n'arrive pas à contacter les directions. Certains dossiers sont arrivés tardivement, mais pas beaucoup, mais bon, c'est arrivé. Quelquefois, les résultats de seconde session qui ne sont pas toujours présentés clairement. Donc, veillez bien à différencier par branche et avec un résultat clair. Nous, on préfère les feuilles originales des résultats des évaluations externes. Si vous voulez marquer simplement le résultat global de chaque évaluation externe dans le bulletin, pas de problème, mais que ce soit clair. Parce que quelquefois, on a un résultat et on ne sait pas très bien si c'est le résultat d'évaluation externe, le résultat d'une évaluation précédente, un mélange des deux, on ne sait pas très bien. Et ce n'est pas évident à savoir. Et quelquefois, il faut quand même bien le dire, ça arrive chaque année, on a des problèmes avec des soucis avec des élèves qui ont réussi leur évaluation externe et qui pourtant sont considérés en échec. Et nous, on ne le voit pas tout de suite. On aimerait bien, je rappelle, avoir les résultats des EVEC CESS, ça nous intéresse très fort. Si vous ajournez un élève pour le CQ, il nous semble logique que vous l'ajourniez aussi pour le CE6P ou le CESS, puisque même si l'un peut être donné sans l'autre, la législation montre quand même bien qu'il y a des rapports entre les deux. Ne demandez surtout pas un recommandé pour le dépôt du recours interne, parce que ce recommandé, vu les performances de la Poste belge, risque d'arriver alors que vos professeurs sont déjà tous partis en vacances, et vous n'aurez pas reçu, mais les parents l'ont introduit, eux, dans les délais légaux. Et donc, nous serons obligés de considérer qu'il faut examiner le recours externe. Et enfin, les enjeux des secondes sessions sont la réussite des élèves. Voilà. Bon, donc, nous, on voit passer évidemment beaucoup de recours. Et puis, on va passer beaucoup d'écoles. Et puis, il y a des écoles qui ont beaucoup de recours et des écoles qui en ont très peu, ou pas beaucoup. Et quelquefois, ça n'a rien à voir avec le nombre d'élèves scolarisés dans l'école. Donc, je vous donne ici, vu notre jurisprudence et nos observations, qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'une école peut faire pour éviter un maximum les recours externes. Mais d'abord, j'en ai déjà parlé, la communication avec les parents, elle est essentielle pendant toute l'année. La clarté et la lisibilité du bulletin, évidemment. Le fait que dans les matières, il y ait différents commentaires de professeurs, surtout en cas d'échec, ça nous paraît important et on constate que c'est notamment sur des bulletins où il y a très peu de commentaires que les parents ne comprennent pas très bien pourquoi leur enfant est en échec. Très important, motiver l'AOB ou l'AOC. Faciliter autant que possible l'accès pour les parents aux copies d'examen, ça paraît de nouveau évident, mais chaque année, il y a des soucis. Et évidemment, les parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, on nous cache des choses. C'est comme ça maintenant. Alors que ce n'est pas vrai, hein, mais bon. Et donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de donner accès aux copies d'examen et de ne pas donner l'impression, qui est souvent fausse parce qu'on a des problèmes d'organisation et tout le monde travaille dans l'urgence, c'est vrai en fin d'année scolaire, de ne pas donner l'impression qu'on n'a pas envie de les montrer. Le respect de la législation concernant le recours interne, évidemment, surtout les 2 jours pour le déposer de la part des parents. Très important, la motivation du refus du recours interne. Nous estimons que l'absence d'éléments nouveaux n'est pas une motivation suffisante. Pour nous, la meilleure motivation d'un refus, c'est simplement, ça peut être de reformuler autrement les arguments qu'on a utilisés lors du premier conseil de classe, ou d'étoffer, et de répondre de manière circonstanciée aux arguments des parents lors du recours interne. Voilà. Nous, on estime que quand on observe les écoles qui pratiquent tout cela, bien, ce sont souvent des écoles qui ont peu de recours externes. Donc, elles ont peut-être beaucoup de recours internes, mais elles ont peu de recours externes. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir aussi peu de recours internes. C'est ça.
Alors, à quelle sauce allons-nous être mangés cette année? Bon, d'abord, je ne me fais aucune illusion. Vous verrez les chiffres dans quelques instants. Nous avons beaucoup de recours et j'ai bien l'impression que nous en aurons encore plus cette année. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va commencer le 11 août. Donc, ça signifie que, s'il vous plaît, dès que vous recevez la demande de l'administration, si vous pouviez transmettre les compléments école le plus rapidement possible, ce serait vraiment formidable. Attention, par la poste, c'est fini. Maintenant, c'est uniquement par voie numérique. Comme chaque année, la circulaire de l'administration concernant les recours risque d'arriver tard, et donc nous ne savons pas encore très bien si il y aura la possibilité, comme c'est le cas, ça a été le cas jusqu'ici, d'envoyer le dossier par mail, ou si vous devrez absolument passer par la plateforme CAMA qui est opérationnelle depuis maintenant, je crois, 2 ans. Et ça, nous ne pouvons pas vous le dire. Il faudra voir. Je rappelle, envoyer aussi une fiche pour les élèves qui n'ont pas introduit de recours interne, parce que nous avons besoin de certains renseignements d'un point de vue administratif. Je sais, c'est idiot, peut-être, mais c'est comme ça. Même ces cas-là nous prennent au moins 5 minutes et il y a des éléments qui se trouvent là-dessus et que nous devons avoir. Et donc, un numéro de GSM et une adresse mail directe où nous pouvons vous contacter entre le 14 et le 25 août. Ça, c'est très, très important. Alors, avant de passer à maintenant quelques chiffres, parce qu'en fait, ce n'est pas la bonne… Oui, je vais modifier, Philippe. Je vais directement dans le document. Okay. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui étaient passées sur le chat, mais que je crois que Christine avait déjà répondu à certaines de ces questions. Christine, est-ce que tu confirmes? Oui, pour la plupart, j'ai répondu. La plupart, ok. Alors, le temps que Régis remette la main sur le bon PowerPoint pour la suite, parce qu'en fait, il y avait autre chose encore que moi je devais dire et qui était sur l'autre. Le PowerPoint, pour moi, maintenant, il est bon. Hein. On peut le continuer à le repartager, alors. Oui, mais attends un peu, parce que… Ou alors, tu reprends la main. Essaye un peu à nouveau, si tu veux bien, de partager, peut-être, et de reprendre celui que tu avais ouvert tout à l'heure. Non, ça va. Ça va. Comment éviter? Non, j'en avais un, mais… Non, ok, vas-y, c'est bon. Je reprends la main? Oui. Et de toute façon, c'est à toi maintenant. Oui, tout à fait. Oups. Vous voyez bien mon diapo, c'est bon? Voilà. Alors, quelques chiffres de cette session. Donc, comme Philippe l'a dit, il y a vraiment eu une explosion de dossiers par rapport à l'année dernière. 1322 cette année contre 1102 en 2023. Ça veut dire que c'est quand même 20% de plus pour l'ensemble de la session, donc première et seconde session. On constate cependant, et ça c'est quand même assez intéressant, un pourcentage de réformes moins élevé. On est à 28,4% cette année contre 36,4% en 2022, où là, ça avait été, depuis une dizaine d'années, le chiffre le plus important, en tout cas le plus haut. Alors, au niveau de la proportion des dossiers, donc là, je vous invite vraiment à regarder peut-être le deuxième et le troisième camembert. Au niveau des dossiers reçus en 2024, et ça, c'est une constante que l'on remarque depuis un certain nombre d'années, c'est surtout au troisième degré général de transition et technique de transition où nous en avons le plus, avec 30%. Ensuite, c'est le deuxième degré de transition également, avec 27%. Pour terminer par le troisième degré de l'enseignement qualifiant, on remarque que le premier degré, le quatrième degré ainsi que le deuxième degré qualifiant sont toujours, eux, inférieurs à 10% de dossiers introduits. Et au niveau des réformes, donc là c'est le troisième camembert, on voit que c'est surtout au deuxième degré, donc troisième et quatrième année de l'enseignement de transition, où il y a le plus de réformes avec 34%, suivi du troisième degré de transition avec 24%, et en dernier, le troisième degré de l'enseignement qualifiant avec 21%. Alors, au niveau des réformes, ce que l'on peut dire ici, je vais simplement peut-être citer des pourcentages et j'approfondirai peut-être en détail après.
on remarque que 34% de C en B, 35% de C en A, 17% de C qui ont été transformés en CESS. Là, on va remarquer une diminution relative depuis quelques années. 1,5% seulement de C transformés en 6E6P, 3% de B en A, 3% de B allégé et 4,5% d'orientation vers une 2S qui ont été transformées avec l'octroi du CE1D. Alors, au niveau de l'évolution des réformes dans le temps, ce qui est assez intéressant à remarquer, c'est que si on s'intéresse sur la première ligne, c'est-à-dire le nombre de C en B, il reste important, 34,5% en 2024, mais on constate depuis maintenant 2019-2020, regardez en 2020, on était à 44,9%, une diminution. Alors, pourquoi cela reste important? Le Conseil de recours estime qu'en proposant à l'élève une AOB plutôt qu'une AOC, il entend donner à celui-ci et à ses parents l'opportunité de réfléchir, ne serait-ce que quelques instants, à une réorientation que ce conseil estime possible, souvent sur base de plusieurs critères, l'âge de l'élève, ses capacités dans certaines disciplines ou éventuellement son projet. Alors, le nombre de réformes AOC vers AOA ou AOB vers AOA, donc là on est plutôt dans la deuxième et cinquième ligne du tableau, a quant à lui augmenté. Alors, de manière générale, comme on l'a soulevé, le Conseil de recours estime que certains élèves, à côté de certaines faiblesses évidentes, possèdent des points forts sur lesquels le conseil de classe devrait pouvoir s'appuyer pour prendre sa décision. Et je pense que cette augmentation, elle est aussi à mettre en parallèle avec la suppression des secondes sessions, qui ne peut finalement avoir qu'un effet positif sur la réussite de certains élèves, sans un processus qui combine à la fois de l'évaluation formative, de l'évaluation des apprentissages, de la différenciation dans un partenariat étroit entre professeurs et élèves. On remarque enfin que le nombre de dossiers introduits à la fin du premier degré, il reste depuis un certain nombre d'années très minime. Ça confirme bien que les épreuves d'évaluation externe au CE1D permettent vraiment d'harmoniser et surtout d'objectiver davantage les décisions qui sont prises lors des conseils de classe de délibération au sein des écoles. Alors, ici, vous avez une répartition des dossiers au sein des diocèses et des zones, avec en parallèle les différentes populations scolaires qui ont été comptabilisées au 1er janvier 2024. On pense qu'il faut vraiment être très, très prudent avec ce genre de données. Alors, l'idée ici n'est vraiment pas de tirer à boulet rouge sur certaines écoles ou établir des comparaisons peut-être stériles entre certaines écoles au sein d'une ou plusieurs zones. On voudrait peut-être que ces chiffres apparaissent comme une sorte de baromètre, et peut-être d'abord pour chaque établissement. Et l'idée, ce serait peut-être de ramener ces données, que ce soit en COSO ou peut-être même en CES de manière un peu plus étroite, tout simplement dans un but d'améliorer notre système éducatif, avec peut-être davantage d'équité au sein de notre réseau. Notamment dans une réflexion qui pourrait se poursuivre au niveau de l'évaluation des apprentissages, qui se voudrait peut-être davantage modulaire, plutôt que uniquement sommative ou certificative, au sein de plusieurs continuums pédagogiques. Alors, quand on parle de continuum, évidemment, on pense au fameux tronc commun qui va arriver l'année prochaine, enfin dans 2 ans, mais aussi l'existant dans le cadre de l'enseignement de parcours, dans le cadre du PEC, avec le continuum pédagogique en 5e et en 6e. Alors, relativisons, 1322 recours pour quasi 190 000 élèves, c'est-à-dire 0,7% au 15 janvier 2024, hors élèves de première C et du premier degré différencié. Un certain nombre de recours non recevables, tout de même 151, ce qui fait finalement au total 333 réformes. Alors, attends, Régis. Oui, Philippe. J'ai retrouvé une dia avant de clôturer sur le conseil de recours. J'ai retrouvé une dia. Est-ce que je peux la partager? Tu peux arrêter ton partage et que moi je partage encore. J'ai juste encore une dia à vous montrer. Je départage alors. Oui. Est-ce que vous la voyez? Oui. Donc, simplement, dernière dia là-dessus, les retours. Qu'est-ce que vous recevez en retour? Vous recevez la décision et ses attendus. Alors, je sais, c'est un document qui est frustrant.
parce que nous devons tout marquer avec des formules préétablies en une seule page. Donc, c'est pas toujours très clair. Hein. Mais quelquefois ça l'est, quelquefois ça l'est moins. Éventuellement, plus tard, vous recevez de la part du conseil de recours quelques remarques, suggestions pour les années suivantes via les DD. Alors, j'ai bien dit d'éventuels. Il y a des écoles qui ne reçoivent pas. Ensuite, si on vous a demandé une copie d'examen pour la vérifier, vous recevrez toujours l'analyse, la conclusion écrite de l'analyse de la copie d'examen et éventuellement de sa cotation. Ça prendra un certain temps pour que vous la receviez, mais vous la recevrez. Que cette analyse soit positive ou négative. De toute façon, vous la recevrez, on trouve ça tout à fait normal, à charge évidemment pour vous de la transmettre ensuite au professeur concerné. En cas d'incompréhension, surtout vis-à-vis de la décision et de ses attendus, donc je reviens au point numéro 1, vous avez toujours la possibilité de contacter le conseil de recours pour davantage d'explications. Alors, mais ce n'est pas le CEGEC qui vous répondra, c'est le conseil de recours, mais Régis ou Christine se feront un plaisir de me transmettre. Chaque année, il y a des directions qui posent des questions et chaque année, je réponds. Ou bien quelqu'un d'autre du conseil de recours répond à ces directions sans aucun problème, même si ça prend évidemment un peu de temps. Et puis, on vous rappelle que, parce que ça, on ne le sait pas toujours, et pourtant ça se pratique, un membre du conseil de recours est toujours disponible pour venir rencontrer un COSO, une ADI, une équipe de direction et ou le corps professoral d'une école. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Bon, j'ai dit arrêtez le poste. Je reprends la main. Oui. Voilà. Et donc ici, un petit point sur la dernière note qui est parue dans l'EBI, comme l'a souligné tout à l'heure Patrick. Donc peut-être reprendre quelques éléments par rapport à cette note. Donc l'objectif du groupe de travail, c'était un groupe de travail qui réunissait des représentants d'ADI. Et nous tenons vraiment à remercier leur présence et leur participation à ce groupe de travail, mais aussi des membres du conseil de recours. Donc c'était Philippe et moi-même qui s'est constitué début février 2025 à la demande de la FEADI. Je pense il y a eu 4-5 réunions qui ont lieu. Au cours de ces réunions, les directions ont rapporté une série de nœuds. Donc c'est important de bien préciser que c'était bien les directions, donc les représentants d'ADI qui ont rapporté toute une série de nœuds, qui créent parfois des incompréhensions de la part des équipes éducatives au regard des attendus des réformes transmises aux écoles. Ce sont les fameux documents que vous recevez et que les parents reçoivent également. Alors l'objectif du délivrable qui a été convenu par l'ensemble des membres du groupe de travail, c'est vraiment de faciliter, mais aussi d'améliorer la communication entre les écoles et le conseil de recours dans l'intérêt des différents acteurs, à savoir les élèves, les parents, les enseignants, mais aussi les équipes de direction. Et donc, ce rapport, ce document se décline en 3 points. Tout d'abord, des nœuds identifiés, donc je vais y revenir par la suite, par les représentants d'ADI, plus les réponses du conseil de recours, avec un rappel à chaque fois de quelques balises du réseau, qui sont issues de différentes communications. On les a déjà citées, il y a notamment une balise sur l'évaluation en langue moderne pour une délibération réussie actualisée chaque année, et également les secondes sessions. Et puis après, un deuxième élément, ce sont des points de vigilance qui, eux, ont été amenés par le conseil de recours. Ils ont été discutés également dans le cadre du groupe de travail. Et là, c'est plutôt des points d'attention à destination des équipes de direction avec toujours les balises du réseau. Et puis enfin, un addendum à la fiche école qui est envoyée par la direction sur CAMA. Et vous y verrez 2 points saillants. Alors, les différents nœuds évoqués, le premier, ça concernait notamment les réformes AOC transformées en AOB. Et donc, les ADI ont amené cette question. Une réforme est plus facilement acceptée par un conseil de classe quand c'est une demande qui émane de l'élève majeur ou de ses parents. Et donc, quand c'est le conseil de recours qui invite l'élève à réfléchir à son projet d'orientation, cela peut déforcer la décision finale du conseil de classe et laisser supposer que l'équipe éducative n'a pas mené à bien son travail d'orientation avec le jeune. Peut-on éviter que le conseil de recours réforme une AOC en AOB sans une demande au préalable de l'élève majeur ou de sa famille? Alors, la réponse du conseil a été la suivante, c'est qu'il estime qu'il poursuit l'objectif d'une cohérence pédagogique dans ses décisions,
spécialement lorsque l'élève a du retard dans son parcours. Alors l'idée, comme l'a souligné déjà Philippe tout à l'heure, n'est pas de douter systématiquement des efforts de l'école concernant le travail d'orientation et surtout du travail qui a été mené, mais de laisser peut-être à la famille ou à l'élève, qui est quelquefois seul, sans même l'aide de sa famille ou de ses proches, l'opportunité de réfléchir à d'autres formes d'enseignement qui sont certainement plus prometteuses pour lui. Il faut noter que l'AOB est une des 2 attestations de réussite. Ça signifie que si le conseil de recours s'interdit l'AOB, faute de demande au préalable de l'élève majeur ou de sa famille, la seule autre attestation de réussite qui restera au conseil de recours serait dans ce cas l'AOA. Donc en conclusion, il est vraiment important que l'école fournisse des traces du travail d'orientation qu'elle a mené avec l'élève, même sans succès, et le groupe de travail a estimé que ce point devait être ajouté à la fiche école et le conseil de recours, évidemment, dans ses travaux en tiendra compte. Deuxième élément, dossier non recevable. Doit-on rédiger une fiche école de manière complète? Quelqu'un à l'administration ne peut-il pas prendre en charge systématiquement le dossier? Alors, il faut savoir que l'administration ne veut pas prendre en charge cette responsabilité. Il appartient vraiment au conseil de recours d'analyser lui-même l'entièreté du dossier. Et donc, Philippe l'a répété tout à l'heure aussi, une fiche école, même si elle est rédigée de manière relativement minime, reste évidemment indispensable. L'objet de la demande du recours, c'est une question qui était revenue de la part d'une école qui est vraiment intéressante. Une demande en recours externe peut-elle être différente d'une demande en recours interne sur le plan juridique? Alors, il faut savoir que le fameux délai de 10 jours ouvrables qui est prévu par le décret, lui, il permet aux parents, à l'élève majeur ou en cas à leur conseil, on a souvent des dossiers qui sont montés par des avocats, de prendre le temps jugé nécessaire pour constituer un dossier devant le conseil de recours. Et par conséquent, ce délai, plus long que celui prévu par la conciliation interne, leur permet de revoir éventuellement ce choix d'orientation dans les années d'études et d'en faire part au conseil de recours, qui lui va analyser l'ensemble des éléments propres au dossier, à savoir la demande du recours interne, mais également la demande du recours externe. Et il se peut, c'est vrai, que les motivations et les demandes soient différentes avec un élément neuf ou pas qui est ajouté au dossier. Et donc, la législation actuelle ne prévoit pas que le recours externe doit être identique au recours interne. Donc, à ce sujet, un PO a interpellé l'administration à ce sujet, et au cas où la réglementation changerait en ce domaine, il est clair que nous préviendrons les écoles à ce sujet. Quatrième élément, le boycott d'un cours. Ça arrive évidemment, ça arrive quand même relativement souvent dans certaines écoles. Quid en cas d'échec résultant du boycott d'un cours ou d'un refus de présenter une épreuve d'évaluation? Alors, selon le conseil de recours, le cas du boycott n'entraîne pas une automacité de décision de sa part. Chaque cas est vraiment examiné. Et de plus, surtout en 6e année, la question de faire recommencer toute une année pour un seul cours en échec reste valable. Et donc, le conseil de cours comprend parfaitement que l'école elle doit marquer le coup, mais il se réserve toujours le droit de réanalyser, comme d'habitude, chaque situation dans le détail en remettant évidemment l'échec en perspective. Et donc, ce point aussi va être ajouté à la fiche école que vous recevrez pour monter le dossier de recours, afin que l'école fasse éventuellement état de ce boycott en donnant toute une série d'éléments de contexte pour nous aider à prendre nous aussi notre décision. Alors, le retour des attendus en école, le retour des attendus d'une réforme en école se vit difficilement par l'équipe éducative qui reçoit une attestation présentant un minimum de justification, alors que dans la fiche école, la motivation de l'AOB et de l'AOC est développée par la direction. C'est vrai qu'elles sont largement développées, vos motivations, et ça nous aide évidemment fortement. Et techniquement, il est impossible pour le conseil de recours de formuler des attendus qui sont plus détaillés. Alors, il conseille aux équipes de direction de ne pas afficher les décisions du conseil de recours, notamment dans les salles de profs, par respect pour le RGPD, de ne pas communiquer cette décision aux membres d'un conseil de classe sans y faire des commentaires, et en cas d'incompréhension, Philippe l'a rappelé il y a quelques dias, de solliciter des renseignements auprès d'un membre de la commission de recours via son coordonnateur, qui répondra ou renverra vers une personne qui a traité le dossier. Définition d'un échec. Tous les membres s'accordent sur le fait de laisser apparaître un échec dans le bulletin, même un échec pouvant être considéré comme modique. La notion de modique apparaissait par exemple avec un 9,7 sur 20 à titre d'exemple. Il appartient d'abord à chaque enseignant et puis au conseil de classe d'attribuer une réussite
ou un échec après une délibération, moyennant, on l'a rappelé, un argumentaire justifiant cette décision, argument qui limite considérablement, comme l'a rappelé Philippe, l'inflation des recours. Alors, pour cette notion d'échec modique et de définition d'échec, le Conseil de recours persiste à penser qu'un échec à 9,7 ou encore à 49% doit être traité différemment d'échecs qui sont beaucoup plus profonds et remis en perspective. Les enseignants doivent être bien conscients que de tels chiffres sont pédagogiquement problématiques, notamment avec une marge d'appréciation selon le correcteur de la note de l'élève, et psychologiquement parfois plus difficile à admettre de la part de l'élève et de ses parents. La notion de pari sur le degré est également apparue. Il est difficile d'entendre pour une équipe éducative la notion de pari sur le degré, car il n'est pas possible de faire demi-tour au sein notamment du 3e degré. On peut clairement envoyer un élève au casse-pipe et l'enfermer en classe terminale. Aussi, le justificatif du pari sur le degré ne tient pas la route entre une 3e et une 4e année, notamment dans le cadre du nouveau parcours d'enseignement qualifiant. Alors, l'évaluation sur le degré, on le rappelle, elle fait quand même partie de balises du réseau et aussi de balises légales. Cette pratique tend d'ailleurs à se généraliser, comme vous le savez, au niveau du C1D et également au niveau du PEC. Il est clair qu'en fin de 5e, le Conseil de recours a bien conscience qu'il y a un risque de cul-de-sac, mais le Conseil en est bien conscient et en tiendra compte lors des délibérations. Au niveau de la gestion des dossiers, il paraît souhaitable qu'un membre du Conseil de recours puisse travailler sur une seule école dans l'analyse du RGE et des bulletins et qu'il se retire des débats quand il est PO d'une école. Il faut savoir que c'est déjà la pratique du Conseil de recours. Il faut noter que ça n'a pas été le cas pendant seulement une année pour des raisons techniques au moment du passage au formulaire électronique sur CAMA. Et il faut savoir aussi qu'en tant que PO, depuis toujours, le membre du Conseil de recours se retire automatiquement de la totalité du processus de traitement du dossier et de sa décision. Et enfin, au niveau de la signature des attendus, il apparaît plus prudent que seul le président du Conseil de recours y appose sa signature, donc c'est M. Damien Rebella au niveau de l'administration, vu que tous les membres du Conseil ne signent pas de manière électronique. Il y a eu un sentiment de frustration, sentiment que certains dossiers ne sont traités que par certaines personnes, évidemment, ce qui n'est pas le cas. Alors là, il s'agit vraiment d'un problème technique que nous allons essayer de résoudre pour la prochaine session en permettant à chacun d'y apposer sa signature. En revanche, la seule signature du président nous semble susceptible de faire croire que c'est l'administration qui est à la manœuvre dans la gestion des dossiers, alors qu'elle n'a, au niveau du Conseil de recours, qu'un rôle de soutien qui est purement technique. Alors ici, nous avons voulu pointer quatre éléments. Donc, pour rappel, c'est le Conseil de recours qui a amené ces points de vigilance et ils ont été débattus avec les membres du groupe de travail, donc les directions représentées par de l'ADI. La première, c'est la réussite en langue moderne. Philippe l'a évoqué au début du webinaire. J'aimerais quand même reprendre ici quelques éléments. Il reste toujours des incompréhensions au niveau de la réussite en langue moderne, notamment au niveau de seuil de compétences à atteindre. Et là, on renvoie clairement à la note du réseau de la discipline « Comment évaluer en langue moderne ». La réussite de l'élève, elle va dépendre du nombre de compétences acquises. Et dans tous les cas, des critères, évidemment, doivent être communiqués à l'élève et à ses parents en début d'année via le fameux DIP, document d'intention pédagogique. Alors, les deux remarques suivantes que je vais vous citer peuvent alimenter la réflexion du professeur pour établir la note finale de l'élève dans sa discipline et pour participer avec fruit à la décision de certification. Premier élément, c'est qu'il ne serait pas pertinent de justifier l'échec final d'un élève qui aurait réussi la dernière épreuve sommative à l'année portant sur les compétences ciblées au niveau visé sous prétexte qu'il les avait ratées auparavant. Et puis, comme toute autre matière, il n'est pas acceptable de décider l'échec d'une année sur base de la dernière épreuve sans envisager l'état des compétences de l'élève tout au long de l'année et de son évolution. Au niveau de la délivrance du CESS, on l'a rappelé déjà tout à l'heure, deux questions doivent vraiment guider la délivrance du certificat. Est-ce que l'élève maîtrise les compétences terminales sur un parcours de 12 ans et l'élève est-il capable de poursuivre, comme l'a dit Philippe, dans au moins une des formes de l'enseignement supérieur. Au niveau des aménagements raisonnables, il est clair que dès qu'un parent mentionne qu'un aménagement raisonnable n'a pas été respecté,
le conseil de recours est tenu de vérifier systématiquement en demandant le protocole de l'élève à l'école. Alors, le conseil de recours ne tient pas compte de cet argument, donc ne tient pas compte de cet argument quand l'aménagement raisonnable a été appliqué par l'école, mais ne rencontre pas les attentes des parents ou de l'élève, mais aussi lorsqu'une demande tardive d'aménagement raisonnable arrive en cours, voire en fin d'année, avant les évaluations, et que l'école ne peut pas en tenir compte, évidemment, dans des délais jugés raisonnables. En revanche, le conseil de recours va tenir compte de ces arguments lorsqu'il y a une absence de transmission du protocole et des aménagements raisonnables d'une année à l'autre au sein d'une même équipe éducative, et aussi le non-respect des mêmes aménagements raisonnables l'année scolaire et durant les épreuves certificatives, ni plus ni moins. C'est évidemment les prérogatives qui sont demandées, notamment dans le cadre du C1D, voire du CESS. Au niveau des secondes sessions, il y a plusieurs lectures qui sont possibles, en fonction des vécus des écoles. Le conseil de recours confirme que, conformément aux balises du réseau, il remet systématiquement le résultat des examens de repêchage dans le contexte global de toute l'année scolaire. Confirme également qu'il tient compte, en cas d'AOC délivré par une école, du fait que l'élève a bien obtenu une seconde session, donc une seconde chance, et qu'il n'a pas nécessairement saisi. Alors, au niveau de l'addendum à la fiche école, rappelez-vous, ça concernait deux éléments, 2 points qui avaient été relevés par les directeurs et les directions de l'ADI. Le groupe de travail a convenu d'ajouter donc ces 2 éléments à la fiche école comme vraiment un outil d'aide à la décision au moment des délibérations du conseil de recours. Le premier élément sera le suivant. Si l'échec de l'élève est dû à un boycott manifeste dans le cadre d'un ou plusieurs cours, précisez-le éventuellement en donnant les éléments de contexte. Et enfin, le deuxième élément, si un travail d'orientation a été mené, même sans succès avec l'élève et sa famille, précisez-le éventuellement. Il est clair que ces 2 éléments-là vont considérablement nous aider au moment de prendre les décisions. Alors, je rappelle ici quelques documents utiles que vous retrouverez évidemment sur l'extranet. L'évaluation, la note conceptuelle, l'évaluation de l'apprentissage au service des apprentissages, la note bulletin, tout ce qui concerne les schémas de passation, la note sur la seconde session, pour une délibération réussie actualisée, les procédures de conciliation interne et également les recours externes, et également pour réussir ces conseils de classe. Donc, comme on vous l'a dit, le webinaire est enregistré. On refera un lien avec le webinaire sur Extranet, avec toute une série de liens également vers ces notes pour vous aider à préparer au mieux vos délibérations et la rédaction de recours, le cas échéant. Voilà, je passe la parole à ma collègue Christelle, qui va terminer par les nouveautés au niveau de la sanction des études. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Alors, par rapport à la sanction des études, cette année, au premier degré, il n'y a rien, aucun changement. Et dans l'enseignement de transition, de manière globale non plus. Par contre, dans l'enseignement de qualifiant, oui, il y a des changements que je vais détailler par après, parce que le PEC devient progressivement le continuum pédagogique et les recours. Alors, le PEC, depuis cette année, toutes les 4e et 5e de l'enseignement technique de qualification, donc TQ et P, obéissent à la sanction des études du PEC. Donc, c'est aussi le cas des 6e qui étaient des OBG qui se trouvaient anciennement en CPU. Donc, dans cette année, plusieurs cas de figure. Donc, c'est-à-dire que tous les élèves de 5e cette année sont concernés par le fameux continuum pédagogique dont on entend fort parler. Pour ceux qui étaient en CPU, c'est devenu une habitude. Par contre, pour ceux qui sont arrivés dans le PEC, c'est nouveau. Et on se retrouve aussi face à des élèves de 6e année qui étaient anciennement en CPU, qui pourraient déjà être donc concernés par le dispositif d'orientation vers une fin de parcours complémentaire. Attention, si vous les envoyez vers ces dispositifs de fin de parcours complémentaire, ils ne peuvent pas avoir de recours externe contre le DFP. Donc, si vous les y envoyez, ils vont dans cette année, ils ne peuvent pas faire un recours externe, donc il faudra faire attention quand vous expliquez les modalités de recours et que vous donnez l'avis de non-réussite. Tandis que les élèves qui étaient
qui n'étaient pas encore en CPU, donc la 6e ne se trouve pas encore dans le PEC, eux, ils pourront être éventuellement concernés pour une dernière fois par une AOC, et alors donc un redoublement en cas d'échec. Donc on pourrait imaginer que dans une même école, où il y a des profils qui sont dans le PEC et des 6e qui sont en CPU, il y aurait des élèves qui redoubleraient et des élèves qui iraient en DFP. Évidemment, et aussi les 6 dernières C3D du régime de la CPU s'éteignent cette fin d'année scolaire. Alors, la grande nouveauté aussi, c'est les dérogations au continuum pédagogique. Attention, il s'agit de dérogation. Il n'y a pas moyen de mettre une AOC. Donc, c'est tout élève de l'enseignement qualifiant, donc maintenant est concerné par le continuum pédagogique et donc par le passage dit automatique vers la 6e année. Donc, il existe une dérogation, mais il n'y a vraiment que 2 cas, et seulement ces 2 cas. Donc, il faut qu'il y ait une absence motivée de longue durée, en cas, par exemple, de maladie. Et il faut aussi qu'il y ait un échec total de l'élève. Quand on dit total, c'est vraiment total. Il ne doit avoir validé aucune UA sur les épreuves de qualification organisées en 4 et 5e année, et s'il n'a validé aucun savoir et compétence de la formation commune. Donc, voilà, c'est vraiment une dérogation. Il n'y a pas moyen autrement d'émettre une AOC. Voilà. Merci à toutes et tous. Je repassais la parole à Philippe. Tu veux conclure en tant que président? Tu n'as pas ton micro, Philippe. Juste une petite chose avant de conclure. J'ai vu passer, j'ai eu le temps de lire un peu ce qu'il y avait sur le chat. Je confirme bien ce que j'ai dit parce que, et je commence à comprendre pourquoi la globalisation des sciences, au lieu de poser de moins en moins de problèmes, pose de plus en plus de problèmes. Je rappelle que ce qui compte, c'est le programme, que la globalisation ou non des sciences dans la transition est un choix de chaque réseau et que même si dans les autres réseaux, la globalisation ne se fait pas, chez nous, nous avons décidé que la globalisation se faisait. Donc, il y a globalisation des sciences, c'est obligatoire via le programme. Donc, on est là dans la 2e catégorie des documents dont je vous ai dit qu'ils étaient la base de notre décision, c'est-à-dire les programmes, et donc le respect des programmes. Voilà, j'espère que... Et c'est la même chose pour les langues modernes. Ce que j'ai dit concernant l'évaluation en langue moderne ne se trouve pas dans le code de l'enseignement, mais ça se trouve dans le programme de langue moderne du réseau. Et donc, c'est lui qui compte. Voilà. Alors, si vous avez encore des questions, ben, n'hésitez pas à contacter Christine ou Régis. Je vous remercie pour votre patience et votre attention. J'espère qu'on n'a pas été trop long et surtout qu'on a été assez clair. Et je vous souhaite évidemment beaucoup de courage et d'énergie pour la dernière ligne droite qui s'annonce. Voilà.